Bonjour à tous, c'est le docteur Carlos Colo et je vais faire une série de vidéos sur les fascias, les tendons et ce sont des structures finalement plus complexes qu'il n'y paraît. Et je vais aujourd'hui parler d'une zone spécifique, c'est la zone de la cuisse et d'un fascia qu'on a tendance à oublier, qui est le fascia lata. Le fascia lata, c'est le fascia qui entoure la cuisse. C'est un fascia spécifique de la cuisse, profond. À ne pas confondre avec un muscle qui s'appelle le tenseur du fascia lata et à ne pas confondre non plus avec une structure fibreuse aussi qui est sur le côté de la cuisse qu'on appelle le tractus iliotibial. Bien sûr, ces trois structures sont très liées au niveau de la cuisse puisque le muscle tenseur du fascia lata va tendre le fascia lata un peu comme un verrou latéral au niveau de la cuisse. Mais le fascia lata a sa propre structure, on dirait un peu sa propre vie aussi quelque part, parce qu'avant il était considéré comme une enveloppe passive. Eh bien, c'est une structure bien plus complexe avec plusieurs couches directionnelles et il est riche en collagène comme dans beaucoup de structures. Et il a aussi des prolongements à l'intérieur des muscles et ces prolongements qu'on appelle les septums intermusculaires, puisqu'il va séparer plusieurs muscles entre eux. Et ce qui m'a intéressé dans ce tenseur de fascia lata, c'est que tout le monde, quelque part, peut comprendre que quand on contracte la cuisse, quand on fait des efforts avec la cuisse, comme des squats ou courir, vous sentez les forces en présentiel. Eh bien, toutes ces forces, toutes ces congestions musculaires, eh bien, le tenseur du fascia lata doit les gérer. Et c'est intéressant parce que en cas de problème de, du membre inférieur, eh bien, c'est intéressant de s'y pencher, puisqu'il doit gérer pas mal de force, en fait. C'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, sur le sujet, je suis médecin généraliste, mais ça ne m'empêche pas de m'intéresser à plein de sujets. Et puis, je m'y intéresse aussi personnellement parce que, personnellement, je fais un peu de sport. Et donc, je m'intéresse aux tendons et aux fascias aussi au point de vue personnel. Eh bien, d'abord, on va d'abord présenter un petit peu le fascia lata de la cuisse. Et je vais donner un point de vue, on va dire, vectoriel. Quelles sont les directions de force qui imprègnent le fascia lata? Tout d'abord, en introduction, on peut dire que le fascia lata euh, est une, comment dire, est une structure multicouche qui n'est pas constitué d'une seule nappe de fibres musculaires orientées dans la même direction. C'est qu'on a tendance à dire un peu, c'est un peu comme les muscles, il y a une certaine direction, mais en fait là c'est pas vraiment. Et les études anatomiques, elles montrent que il y a plusieurs couches de faisceaux de collagène, donc c'est comme une multicouche. Et à l'intérieur d'une même couche, les fibres sont relativement parallèles. Il peut y avoir plusieurs couches, mais les fibres sont intriquées de façon différente entre les couches. Il y a une couche comme ça avec une fibre parallèle et l'autre couche, si on rajoute la main, une autre couche parallèle aussi. Les études anatomiques décrivent au moins 2 à 3 couches de fibres d'orientation différentes. C'est un peu une espèce de... C'est pas vraiment entremêlé, ce sont des couches différentes. Et le fait que ce soit des couches différentes, elles vont avoir, le tenseur de fascia lata va avoir un comportement différent selon les directions sur lesquelles on le stimule. Par exemple, si on étire la cuisse, étirement du quadriceps, eh bien, les fibres du collagène, les fibres collagène principales du fascia lata sont longitudinales. Donc, il y aura un effet principal sur le fascia lata en fibre longitudinale. Mais le comportement ne sera pas forcément le même si on essaie de faire une rotation externe de la cuisse ou une rotation interne de la cuisse. Et par exemple, si on essaie de bouger les masses musculaires les unes par rapport aux autres. Et donc, il y a des fibres
d'orientation plutôt verticale. Donc là, vous stimulerez d'autres couches du fascia lata, en fait. Et c'est ce qu'on appelle le comportement anisotrope. C'est-à-dire que suivant la direction stimulée, le comportement ne sera pas le même. Or, dans le fascia lata, les fibres principales sont les fibres longitudinales. Donc, il faudra tirer sur la cuisse en étirement du quadriceps de façon principale. Mais après, il faudra bouger secondairement euh, la cuisse dans différents angles pour stimuler d'autres fibres de collagène. Donc, pour conclure sur la direction des fibres de collagène, il y a des fibres horizontales et puis il y a des fibres obliques qui suivent obliques au niveau de la cuisse. Par exemple, de la face interne du genou jusqu'à la face externe de la hanche et de l'autre côté, des fibres obliques, hein. Et ça va stimuler de façon différente le fascia lata. Et vous allez me dire pourquoi toutes ces différentes directions de fibres, eh bien, ça existe aussi dans d'autres parties du corps humain, ces fibres multicouches. Eh bien, c'est simplement pour résister aux différentes forces de contraction, de direction. C'est-à-dire que quand on court, on saute, on court la cuisse est stimulée dans les différentes directions, quoi. Donc, il faut s'adapter. Et ça permet aussi de répartir les contraintes un peu comme un pont. Vous avez un pont avec différents haubans. Et bien, ça permet de répartir les contraintes. Ça permet aussi de faire des glissements entre les couches. Et aussi, ça permet d'adapter mécaniquement ce que je viens de dire. Voilà. Et pour revenir sur cet aspect directionnel des fibres du fascia lata, pourquoi ce serait longitudinal et pourquoi il y aurait des directions plutôt obliques ou diagonales? Bah, c'est tout simplement parce que en fait c'est pour la marche. On marche de façon plutôt droite et c'est pour s'adapter à la marche. Donc à la marche, il y a des flexions, extensions, des rotations internes, externes, mais c'est essentiellement flexion et extension. Donc la direction longitudinale est, est privilégiée pour préserver un certain sens. Bien sûr, les vecteurs secondaires, les directions secondaires sont faites pour faire des adaptations. Il ne faut pas non plus que ce soit trop laxe. Alors nous allons tenter une idée de réflexion, comment stimuler différentes couches faciales du fascia lata, donc cette couche conjonctive autour de la cuisse. Et pour cela, nous allons nous aider des muscles. Bien que les muscles ne soient pas forcément de manière exacte, comment dire, ne suivent pas forcément de manière exacte les directions des fibres de collagène auxquelles ils sont euh, auxquels, auxquels ils sont entourés, c'est-à-dire qu'ils sont entourés de fascia. Ils n'ont pas forcément les mêmes fibres de direction, mais souvent c'est un peu le cas et ça donne un élément directionnel. Donc, un mode d'abord du fascia lata, ce serait donc d'aller vers son organisation principale qui est un grand vecteur longitudinal antérieur. Donc, c'est vraiment la ligne droite de la verticale de la cuisse. Donc, et ce serait donc le muscle quadriceps en premier lieu à stimuler parce qu'il représente la principale force de ligne longitudinale euh, sur la partie antérieure de la cuisse, hein. Donc c'est le gros muscle devant la cuisse. Donc ce serait donc ce vecteur dominant, donc du haut de la cuisse jusque au genou en fait quasiment. Là, on a fait la partie antérieure, mais comme le fascia lata entoure toute la cuisse, il faut faire la partie postérieure. Et la partie postérieure, longitudinale, est représentée par les muscles ischio-jambiers. Donc, ils forment globalement le système postérieur, longitudinal postérieur.
Donc après avoir fait le système longitudinal antérieur avec le quadriceps, il serait logique, dans une hypothèse de stimuler le fascia lata, de faire stimuler les ischio-jambiers dans un étirement ou une musculation particulière. Donc ce serait le vecteur dominant longitudinal postérieur. Bien sûr, c'est pas parfaitement longitudinal, mais c'est pour nous donner une idée générale. Sinon après, ça complique. Après, on ne sait plus comment on fait pour aller vers le fascia lata. Alors le troisième grand vecteur serait appliqué euh, par un vecteur diagonal par le muscle sartorius, ou autrement nommé avant muscle couturier. Donc il irait de l'épine iliaque antéro-supérieure jusqu'à la région médiale du genou. Donc il y aurait une espèce de l'extérieur vers l'intérieur, une diagonale de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, ce serait un vecteur diagonal majeur de la cuisse, puisque le sartorius souligne certaines lignes de force motrice et musculo-faciale. En plus, le fascia lata et le muscle sartorius sont très liés, et il y aurait des structures conjointes entre la région du genou et médiale du genou, où va le sartorius, et le fascia lata. En plus de ça, pour revenir à ça, certaines manœuvres ostéopathiques orientent vers une rotation externe de la cuisse. Je vous dirai pourquoi après. Ensuite, en continuant sur notre hypothèse d'accès au fascia lata, nous avons fait la partie antérieure, postérieure, une direction diagonale de l'extérieur vers l'intérieur du genou. Nous avons aussi la partie médiale de la cuisse, et qui serait représentée par les adducteurs. Mais là, les adducteurs, c'est pas forcément évident, puisque ils seraient bien sûr entourés par le fascia lata, mais euh, c'est là où il est le plus faible. C'est là où les couches faciales sont les plus faibles. Donc, il faudrait stimuler, dans ce cas-là, pour accéder à cette partie médiale, les adducteurs. Et ce serait une composante aussi longitudinale, et les adducteurs sont un peu obliques vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils vont de la partie interne du pubis vers la face médiale, on va dire, en gros, de la cuisse. Ensuite, l'autre grande zone d'accès pour le fascia, bah, ce seront les muscles des fesses, notamment le grand fessier, qui est très lié au fascia lata et même au tenseur du fascia lata. Donc, dans l'hypothèse directionnelle, d'accès directionnel au fascia lata, nous avons donc le grand fessier qui serait un vecteur oblique plutôt postéro-latéral, c'est-à-dire qu'on part des fesses vers le côté de la cuisse. Donc ce serait un vecteur oblique provenant du bassin jusque vers la partie latérale de la cuisse. Donc le fascia est très connecté au grand fessier et au tenseur du fascia lata. Donc ce serait un autre vecteur pour accéder au fascia lata. Ensuite, l'autre partie, ce serait le côté latéral de la cuisse vraiment spécifique. Ce serait avec le muscle tenseur du fascia lata, qui n'est pas le fascia lata, c'est un muscle tenseur qui est vraiment sur le côté de la cuisse, et ce serait vraiment une façon aussi de le stimuler. Donc il faudrait faire des étirements du tenseur du fascia lata ou une musculation du tenseur du fascia lata pour accéder à au fascia lata lui-même de la cuisse. Les fasciathérapeutes, les ostéopathes, disent même que le tenseur de fascia lata, c'est une forme de verrou
de la cuisse. C'est-à-dire comme il ferme un peu la cuisse du côté latéral, parce que c'est très musculaire, c'est très fibreux par rapport au fascia lata qui est un peu moins fibreux, notamment à l'intérieur de la cuisse. Et le côté latéral est très très fibreux pour protéger des agressions extérieures, mais aussi pour une espèce de fermeture de la cuisse vers l'extérieur. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes parfois qui peuvent avoir des tensions très très fortes au niveau du fascia lata et ça tire sur toute la cuisse. Alors pour terminer, il faut avoir des applications pratiques de tout ceci. Il y a des directions vectorielles principales pour le fascia lata, donc étirement du quadriceps, étirement des ischio-jambiers, travailler un petit peu en oblique des deux côtés, oblique interne, oblique externe. Et il y a aussi des fibres transversales au niveau du fascia lata, donc on pourrait faire mobiliser de façon transversale les fibres du fascia lata pour mobiliser ces fibres. Alors, la mise en tension donc pourrait être utilisée de façon directionnelle, mais est-ce que en réalité on peut retendre le fascia lata? Je ne sais pas, mais il y a probablement, selon les ostéopathes, des raideurs dans différentes directions, des accolements dans différentes directions. Ce qu'il faudrait donc, c'est une répartition des contraintes en bougeant le fascia lata en différentes directions. Et l'autre chose aussi, c'est que comme c'est multicouche, des fois, il faudrait mobiliser les fibres, mais de façon pas forcément très rapidement, en y allant doucement pour essayer de mobiliser différentes couches. Parce que des fois, quand on va trop rapidement, eh bien, on se contracte, il y a des réflexes et on ne se détend pas et on n'arrive pas à bouger les différentes couches. Donc, il faut y aller parfois doucement aussi. Alors, ce qui m'a intéressé aussi dans tout ça, c'est que, bien sûr, en regardant sur YouTube, il y a des vidéos plein de vidéos sur les fascia lata, mais celle qui m'a intéressé le plus au départ, c'est celle de Human Garage, où il parle de torque, de rotation de torque. Je vous mets ici quelques images. Et si vous voulez aller voir sur ces vidéos, vous allez sur Human Garage en YouTube. Je vous donnerai un lien en description si vous voulez. Et il fait des torques en rotation externe de façon préférentielle. Ça peut se comprendre puisque le fémur est un peu vers l'extérieur. Euh, on a tendance à ouvrir le, la jambe plutôt vers l'extérieur que vers l'intérieur, bien que les torques vers l'intérieur ne soient pas interdits en soi. Mais lui, dans son expérience, il va sur la rotation externe, ce qui me semble un peu logique. Donc, il y a la direction longitudinale de la cuisse pour ce qui concerne le fascia lata, mais de façon globale, les forces, il faut les orienter vers une rotation extérieure. Voilà. Donc, ce que je voulais dire sur le fascia lata. J'espère que vous avez vu le fascia lata d'une autre façon. C'est une réflexion personnelle et je voulais vous la proposer. Et voilà. Donc, à bientôt. C'était Dr Carlos Polo.